Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo du développement durable. Aujourd'hui, je vous emmène visiter le parc zoologique et botanique de Mulhouse où un tout nouvel espace Grand Nord vient d'ouvrir ses portes. Comment sensibiliser le public aux questions du réchauffement climatique grâce à quelques animaux? C'est la problématique à laquelle le parc zoologique et botanique de Mulhouse tente de répondre dans son tout nouvel espace Grand Nord. Visite guidée en avant-première avec le directeur Brice Lefaux. Des menaces qui pèsent sur les ours blancs aux menaces qui pèsent sur les abeilles. Les raisons du déclin de leur population sont nombreuses. Parasites, pesticides, manque de pollen en hiver. 8 apiculteurs alsaciens ont trouvé une solution pour un de ces problèmes. Un partenariat avec les centrales hydroélectriques de Rhino permet de lutter contre les carences alimentaires des butineuses des Vosges. En fin d'émission, ne manquez pas élémentaire, il sera question de méthanisation. Pour visiter ce parc, je suis en compagnie de Brice Lefaux. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Bonjour. Donc vous êtes le directeur du parc zoologique et botanique de Mulhouse et aujourd'hui c'est un grand jour pour vous, c'est l'ouverture d'une nouvelle espace Grand Nord après quelques années de travaux. Oui, ça fait 3 ans qu'on est en train de construire cet espace et on est tous très contents. L'équipe du parc, les équipes de Mulhouse Alsace Agglomération, les entreprises qui y sont intervenues, nos partenaires, tous très heureux de pouvoir ouvrir enfin cet espace complètement. On avait ouvert une partie l'année dernière avec les bœufs musqués renards polaires et ça y est, maintenant c'est unique en France. On peut présenter dans un seul lieu pour sensibiliser au développement durable, sensibiliser à la protection contre le changement climatique, des bœufs musqués, des renards polaires et des ours polaires dans un même lieu, à travers un parcours ludique pour les enfants et en immersion dans la nature qui est notre point fort ici au parc. L'idée c'est pas juste de montrer les animaux, c'est ça, c'est de les mettre dans un ensemble naturel. C'est pas, on n'est pas là juste pour les voir, on est là aussi pour comprendre qui ils sont, dans quel environnement ils vivent dans la nature et en voir en quoi ces environnements sont menacés par le réchauffement climatique, donc nos activités. Et le parcours ludique qui a été inventé par notre service pédagogique et une entreprise qui s'appelle Atemia, qui est en Savoie, qui est spécialisée dans les parcours pédagogiques, incite les enfants à voir, à écouter et à manipuler pour pouvoir mieux comprendre pourquoi c'est menacé. Et puis finalement, quelles actions on peut s'engager à faire pour éviter, diminuer le réchauffement climatique. Alors on va faire un petit tour du parc en votre compagnie. Donc derrière nous on avait le renard polaire. Par ici ce sont les bœufs musqués. On en a un qui s'en va, là c'est Thor. Donc on a 2 bœufs musqués depuis maintenant 1 an. Et c'est un animal qui est très particulier parce qu'il est inféodé à la toundra. Laquelle toundra est en train d'être perturbée par le réchauffement climatique, par le fait que le permafrost disparaît. Or c'est une espèce qui a besoin de gel et de froid. Il ne peut pas vivre dans un lieu qui est humide par exemple ou qui est trop chaud. Il n'est pas du tout adapté, il s'est vraiment adapté et toutes les espèces du Grand Nord sont extrêmement adaptées à des conditions du Grand Nord. Si celles-ci disparaissent, ces espèces disparaissent. Ce sont vraiment des espèces porte-drapeau de la préservation de ces écosystèmes. Et alors ici pour l'instant il n'y a pas de gel, il ne fait pas froid, du coup ça se passe comment pour eux? Alors c'est nous qui nous acclimatons, c'est-à-dire qu'on a un couvert forestier qui permet de maintenir une température froide. Les étables sont des étables à grand vent, c'est-à-dire qu'il y a des courants d'air qui permettent aux animaux de toujours avoir quelque chose de frais. On s'adapte, les ours polaires par exemple ont toujours de l'eau à disposition et de l'eau fraîche qui n'est pas donc de l'eau chaude qui leur permet de se refroidir s'ils ont trop chaud. Donc là en fait on va rentrer dans la partie qui est nouvelle, c'est-à-dire qu'on a fini de construire l'année dernière. Avec lorsqu'on suit le parcours pédagogique, on rentre dans la partie la plus tactile, la plus jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on voit là un peu plus loin des côtes de baleines, donc on va aller s'orienter vers elles et puis on va aller voir, on découvre une station d'exploration. Donc il faut aller voir ce qu'il y a à l'intérieur et je vais le faire avec vous. Enfin, moi je suis comme un gamin ici. Vous avez vraiment développé le côté interactif, ludique, voilà. C'est-à-dire que ça sert à rien de marteler des messages si on n'est pas dans le jeu, on est là pour se divertir. Donc là on rentre dans la station de l'explorateur et on est chez lui, c'est-à-dire que voilà, il y a sa carte, son bureau avec son microscope, son ordinateur, son carnet de bord qui est ici et puis il y a tout son équipement scientifique qui lui permet de faire des carottes glaciaires par exemple pour analyser tout ce qui concerne le réchauffement climatique. Les ours sont inféodés à la banquise, ils ne peuvent pas vivre en dehors de la banquise parce qu'ils ont besoin de chasser des animaux qui sont extrêmement riches en graisse pour pouvoir accumuler des réserves. Et ces animaux riches en graisse, ce sont les narvals, qui sont des cétacés avec cette fameuse dent de narval. Ce sont aussi les phoques. Ils sont inféodés aux phoques. Et sans phoques, il n'y a pas d'ours. Sans banquise, il n'y a pas de phoques. Donc c'est des choses qui sont extrêmement liées. Et si on regarde ces frises, c'est assez démonstratif entre
début du 19e, début du 20e et 2010, le réchauffement climatique est essentiellement au niveau des pôles. Regarde la banquise, entre 1979 et 2012, c'est-à-dire en espace de 40 ans, à peine 40 ans, la banquise a diminué de 50%. Et plus de banquise, plus d'ours polaires. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, les populations sont encore importantes, mais dans les années à venir, on risque d'avoir une chute dramatique de ces ours. C'était important pour vous de ne pas juste montrer les animaux, mais d'avoir tout cet aspect pédagogique sur le réchauffement climatique, sur l'environnement. Alors toujours, de tout temps, le parc zoologique a agi dans la conservation. Ça fait 30 ans qu'on est des experts de la conservation en parc zoologique, à travers les élevages, à travers l'implication à Madagascar, en Côte d'Ivoire ou au Laos, et c'est des choses qui nous ont toujours tenu à cœur. La présence des animaux au parc zoologique, c'est pas juste pour les voir, même si on veut qu'ils soient bien vus et que les gens apprécient, c'est surtout pour qu'il y ait une utilité et qu'ils portent un message. C'est vraiment des espèces porte-drapeau du réchauffement climatique et des actions que Mulhouse-Alsace Agglomération met en jeu contre ce réchauffement climatique à travers le plan climat. Donc là on est sur le deck, c'est un deck qui surplombe les deux parcs d'ours blancs, donc c'est méconnaissable par rapport à ce que c'était avant, mais tant mieux, et en même temps c'est organisé pour que ça soit au mieux pour les animaux. On a deux parcs parce qu'on veut de la reproduction, donc il faut qu'on puisse séparer mâles et femelles au moment où la femelle est gestante et lorsqu'elle va mettre bas, donc c'est pour ça qu'on a deux parcs. Ensuite, chacun des parcs est aménagé de façon similaire avec la notion de, comme on n'a pas suffisamment d'espace, il a été choisi de diversifier les substrats pour offrir le choix à l'animal. S'il a envie d'être sur du sable, il est sur du sable. S'il a envie d'être sur des graviers, il est sur des graviers. S'il a envie d'être sur de l'herbe, il est sur de l'herbe. S'il a envie d'être sur des rochers, il est sur des rochers. En tout cas, de diversifier tous ces substrats naturels. De même qu'on a laissé quelques plantes s'il a envie de jouer avec. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes par rapport à la notion de bien-être. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse avoir le choix pour avoir du confort. Aujourd'hui, dans ces deux parcs, nous présentons Tina, qui est revenue il y a une semaine et demie. Tina, c'est l'ours blanc qui était présent pendant 25 ans dans l'ancien enclos en béton. Et puis on a un jeune couple, celui qui va devenir les futurs reproducteurs. Et ça, c'est Vix et Cécile, qui ont approximativement 4 ans et qui viennent de Hollande. Tous les deux sont bien sûr nés dans un parc zoologique. Et c'est pour eux que ce parc est fait, c'est pour ces animaux, pour qu'ils puissent se reproduire. Alors, on va les voir en images, ils vont bientôt recevoir à manger. C'est une des animations, c'est ça qui aide aussi à établir un contact entre le visiteur et l'animal. Ouais. De même que l'immersion permet de ne plus avoir de limite entre nous et l'animal, la même chose, on essaye de montrer qu'il existe un lien entre l'homme et l'animal. Si on veut protéger les ours polaires, il nous faut agir, nous, dans nos comportements au quotidien. C'est l'objet du plan climat de M2A. Est-ce qu'au niveau du parc aussi, du nouvel espace Grand Nord, vous avez intégré ces notions de plan climat, de réduction des énergies, etc. Alors, on a la chance, c'est qu'on est sur des espèces de Grand Nord. Donc sur l'espèce du Grand Nord, on n'a pas besoin de chauffage. Le bassin, on a fait attention d'avoir un système de filtration. Avant, le système de filtration était vétuste, ce qui faisait qu'on n'arrivait pas à garder suffisamment d'eau dans le bassin, ça allait pas du tout. Là maintenant, on a un système de filtration en circuit fermé, ce qui fait qu'on économise énormément d'eau. La deuxième chose, c'est tout ce qui est construction. On a essayé de mettre en avant du bois pour que le bois capte le CO2. Alors c'est la dernière étape ici du parcours. L'avant-dernière. Là on est face à l'aquavision, donc qui nous permet, lorsque les ours sont dans l'eau, de les voir évoluer dans l'eau. Il est presque terminé parce qu'en fait on termine là-bas, dans un petit kiosque, où on invite l'enfant qui a joué avec le jeu à s'engager personnellement pour un des points du plan climat de M2A. Les ambassadeurs que sont Vix, Tina, Cécile, Olympus, Thor et tous les animaux du Grand Nord sont vraiment les ambassadeurs de ce qui se passe dans la nature. On espère qu'ils arriveront à sensibiliser le maximum de personnes. En tout cas, c'est notre souhait. Et puis, d'ici quelques années, on aura des bébés. Les renards polaires devraient bientôt mettre bas, donc on espère que ça va marcher cette année. Eh bien, merci de nous avoir accompagnés pendant cette visite. Et tout de suite, de la protection des grandes espèces, on passe aux petites espèces, les abeilles. Sarah Ennemoser et Quentin César étaient du côté de la centrale hydroélectrique de Rhino, où des ruches ont été installées. Pour les abeilles, l'hiver est rude dans les Vosges. Elles restent actives mais ont du mal à trouver du pollen pour se nourrir.
La solution pour cet apiculteur, amener les ruches en plaine le long du Rhin. Aujourd'hui, Laurent Lyre se prépare pour inspecter ses colonies. Et ça permet d'écarter les abeilles des cadres, donc elles ne piquent pas. Ici, autour de la centrale hydroélectrique de Rhino, EDF prête ses terrains aux abeilles. Elle trouve ainsi du pollen de la forêt rhénale en abondance. Ici, on règle le problème des pollens, parce que les abeilles elles trouvent du pollen en automne et au printemps. Donc le problème de la carence alimentaire, on arrive à le régler quasiment sur les sites EDF. Ça permet d'avoir un partenariat sympa. Les gens de EDF, ils ont du miel. Nous, on a des bons sites, tout le monde est content et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas une question d'argent, c'est une question d'échange de bons procédés. 8 apiculteurs profitent d'un partenariat similaire le long du Rhin. Près de 700 ruches ont été installées depuis l'été dernier. Une action écologique, mais pas seulement. On a une opération visible, importante pour le maintien de la biodiversité et importante pour le soutien d'une activité économique. Soutenir l'activité économique des apiculteurs alsaciens, valoriser l'image de l'entreprise, ce ne sont pas tous les avantages. EDF bénéficie d'un pot de miel par colonie. Bon, il est quand même pas mal non plus. Hein. Il est bon. Donc l'idée c'était d'avoir une rémunération un peu symbolique et comme le miel, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment évidemment, que ce soit en interne de l'entreprise ou à l'externe, on a eu cette idée en accord avec eux de se faire rémunérer en nature avec des pots de miel. Les abeilles produisent sur le site de Rhino uniquement du miel pour se développer et survivre à l'hiver. C'est dans leur résidence d'été, les Vosges du Nord, qu'elles produiront les 20 tonnes espérées par l'apiculteur. Dans les prochains jours, il déménage son cheptel. Donc on va les mettre en production chez nous, sur le colza, sur l'acacia, sur le tilleul, le châtaignier, le sapin, au fur et à mesure de l'année. L'exploitation familiale de Laurent Lyre a perdu peu d'abeilles cet hiver. L'apiculteur et ses 17 millions de butineuses commencent la saison estivale sereinement. C'est bientôt la fin de cette émission, mais ne zappez surtout pas, car tout de suite, c'est élémentaire. Pour préparer du bon biogaz, prenez un estomac digesteur, faites-lui avaler un peu d'eau usée, de déchets alimentaires ou agricoles, de déjections animales, voire de certaines ordures ménagères, bref, de la matière organique. Mélangez tout, laissez l'estomac digérer un moment à une température de 30 à 40 degrés. Grâce à une série de bactéries, d'enzymes et d'acides et à l'absence d'oxygène, se déroule un processus biologique tout à fait naturel, dit de méthanisation. En gros, de la fermentation suite à la décomposition de cette matière organique, processus qui produit un gaz. Ça vous rappelle quelque chose peut-être? Oui, bon, c'est facile, sauf que dans ce cas, le gaz, composé principalement de méthane, est récupéré pour produire de l'énergie 100% renouvelable, dite biogaz, avec un double effet, produire de l'énergie verte tout en réduisant les déchets. Élémentaire, non? Le biogaz est aujourd'hui utilisé comme carburant dans certains bus, mais aussi pour produire simultanément de la chaleur et de l'électricité. Et en Alsace, une centrale de méthanisation est même spécialisée dans le traitement du jus de choucroute. Elle est pas belle notre région? À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission comme toutes les autres sur le www.alsace20.tv. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel hebdo du développement durable. Et d'ici là, ne zappez pas et restez sur Alsace 20. Salut!